18h03 sur Radio Puisalène et nous retrouvons tout de suite Edwige et Ludovic. Merci Élodie, bien sûr, de nous donner la parole. Élodie qui a pris le relais derrière Mathieu, qui a fait une petite heure et demie, on va dire, d'émission assez sympathique, les années 80. Très belle avec très bien. C'est vrai que le petit il se défend bien quand même. Oui. Avec Jean-François, il faut pas l'oublier. Jean-François et puis sa maman qui étaient là pendant 1h30. Donc on va leur souhaiter bonne route. Merci de nous donner le relais. Élodie, qui va rester avec nous forcément, elle peut pas faire autrement. Pendant 2 heures, vous allez être avec nous. 03 44 75 3000. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux auditeurs de Radio Puisalène. Autour de moi, le docteur Vauduit et le docteur Dehuizon, qui va se présenter forcément parce que aujourd'hui, docteur, et bonsoir Ludovic, je sais pas si je t'ai dit bonsoir. Bonsoir à lui, bonsoir docteur Vauduit, bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, d'abord, je remercie le docteur Dominique Demuson d'avoir bien voulu revenir encore cette année pour le mois de novembre, qui est le mois sans tabac. Et pour parler, naturellement, du tabac. Merci encore, docteur Demuson. Écoutez, c'est un vrai plaisir. Je suis venu l'année dernière, j'avais été très bien reçu. Je reviens, il n'y a pas de problème. Alors, docteur Demuson, un thème et un sujet très important, comment arrêter de fumer? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est en plein dans la deuxième année du mois sans tabac. Mm-hmm. Et donc, vous avez très bien choisi votre date. C'est parfait. Avant de passer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord parler de tout ce qui est négatif. Après, quand on aura vu le négatif, on passera au positif et on restera dans le positif. Alors le négatif, c'est les statistiques, bien sûr. Les statistiques qui sont pas terribles. Ouais. En fait, le tabac, c'est quand même 78 000 morts par an en France. Et donc, dont à peu près un tiers en cancer du poumon, cancer bronchique. Au niveau mondial, c'est 6 millions de personnes tous les ans qui meurent du tabac. Et sur ces 6 millions, vous en avez 600 000 qui sont des fumeurs passifs. Ça, c'est important aussi. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, si on fait rien, en 2030, c'est à peu près 8 millions de personnes, selon l'OMS, qui mourront tous les ans de la consommation de tabac. Alors, pour revenir à notre région, aux Hauts-de-France, on est un petit peu en dessous des statistiques nationales. L'espérance de vie en Hauts-de-France est un petit peu diminuée par rapport à la nationale. Puisque en national, pour les femmes, c'est 85 ans et pour les Hauts-de-France, c'est 83 ans. Donc il y a quand même une petite différence. Et pour les hommes, c'est pareil, c'est 79 ans sur le plan national et 77 sur le plan régional. Voilà pour le négatif. Après, on peut quand même un petit peu parler des différentes pathologies si j'ai le temps. Oui, voilà. Vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. Bon, alors en fait, parce que donc, la nicotine est sûrement le produit le moins dangereux de la cigarette. Pourquoi il y a cet engouement pour le tabac? C'est pas pour rien. Parce qu'en fait, la nicotine a des effets sur le cerveau tout à fait notables. En particulier, la nicotine a des effets antalgiques, déjà. Donc, joue contre la douleur, en fait. La nicotine, elle stabilise l'humeur. Elle permet de gérer le stress, de mieux gérer son stress. Elle a aussi des effets stimulants sur le plan cognitif, ce qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est action de réflexion du cerveau. En fait, la nicotine stimule la concentration intellectuelle. Tout ça à très court terme, on est bien d'accord. C'est pas. Enfin, la nicotine. Et ça, on s'en rend compte quand on arrête, elle réduit la sensation de faim. Oui. Vous avez dit à très court terme, c'est durant la période de la cigarette. Alors, il y a au-delà quand même. L'effet de la nicotine au niveau du cerveau est très rapide. Quand vous commencez à allumer une cigarette, 7 secondes après, le cerveau déjà réagit. Donc c'est très rapide. Mais il est évident que les fumeurs ne sont pas tous des Einstein. Ça c'est sûr. C'est pas ça. C'est sûr que c'est un effet extrêmement passager, précaire. Donc voilà pour les effets, disons, positifs de la nicotine. Mais dans une cigarette, la cigarette c'est donc c'est de la combustion, de la combustion de tabac. Il y a plein de choses, il y a plein de produits qui sont tous aussi dangereux les uns que les autres. Celui qui est le plus connu, c'est le monoxyde de carbone. Et ça,
Je laisserai le docteur Vauduit expliquer tous les effets du monoxyde de carbone sur le cœur. Mais c'est surtout toutes les particules, les goudrons, les particules lourdes qui sont très dangereuses et qui provoquent des cancers, donc cancer du poumon. 90% des cas de cancer du poumon sont dus au tabagisme. Après, c'est les cancers des voies ORL, nez, gorge, oreille, cancer de la bouche, les cancers de la langue, les cancers de l'ésophage, là souvent associés avec l'alcool. Alors là, cocktail Molotov, non? Oui, un peu cocktail Molotov. Mais je voulais dire aussi que donc toute l'action néfaste sur les maladies cardiovasculaires. Alors là, je laisse le docteur Vauduit en parler s'il veut, mais bon, ça a une incidence sur les infarctus du myocarde, sur les accidents vasculaires cérébraux, sur l'artérite des membres inférieurs. Enfin voilà, toutes sortes de choses pas très belles. Donc vous avez encore quelque chose de très important, c'est la bronchite chronique, qui est aussi essentiellement due au tabac. Et puis on va finir par femme enceinte. La femme enceinte qui fume va envoyer moins d'oxygène à son bébé, à son fœtus, qui sera plus petit. Voilà, j'ai fini avec cet inventeur à la Prévert qui est un petit peu sinistre quand même. Non, parce que il fallait quand même le signaler. Il fallait quand même parce que c'est quand même c'est très important. Voilà. Là, c'est vrai, il faut le savoir. Voilà. Mais là, on était dans le négatif. Voilà. Là, on va revenir un petit peu dans le positif. Mais alors, moi, je vais vous poser la question, docteur. Je suis une grande fumeuse. Comment je peux arrêter de fumer? Alors, souvent, on me répond, c'est une question de volonté. Il suffit d'avoir de la volonté. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, toutes les addictions sont des perturbations d'un centre qu'on a au centre du cerveau, qui s'appelle le centre du plaisir et de la récompense, et qui, sous l'action de l'alcool, des drogues, du tabac, va se modifier et va faire en sorte que la personne va perdre le contrôle de sa consommation, en fait. Voilà. C'est ça le grand problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes dépendant au tabac, vous ne pouvez plus contrôler la consommation, et ce n'est pas une histoire de volonté. Oui, mais dans la cigarette, je parle uniquement de la cigarette, est-ce qu'il y a une contrainte génétique? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont nées, et on est certain, qui seront un jour dépendants à la cigarette? Est-ce que cette notion existe? Oui, il est évident qu'il y a un facteur génétique. On peut penser qu'à peu près dans 30% des cas, effectivement, il y a un facteur génétique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand le papa et la maman ont fumé, donc l'enfant peut avoir sur 30%. Pas forcément. C'est un petit peu plus complexe, c'est sûr. Mais effectivement, les recherches en addictologie tendent à prouver qu'il y a un facteur génétique non négligeable. Tout à l'heure, on parlait d'un fumeur passif. Qu'est-ce qu'un fumeur passif, justement? Alors, le fumeur passif, c'est le fumeur qui se trouve dans la même pièce qu'un fumeur actif. Donc, un fumeur, c'est donc une personne qui subit le tabac sans réellement fumer. Et quelles sont les conséquences, justement, pour cette personne? Eh bien, à peu près, dans toutes les statistiques, on peut penser qu'il y a entre 5 et 10% qui concernent les fumeurs passifs. Dans tous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Y a-t-il des degrés justement dans les fumeurs par rapport à quelqu'un qui fume très peu? Est-ce que c'est le même risque que quelqu'un qui fume plus? Excellente question. Autant pour l'alcool, effectivement, le fait de réduire sa consommation d'alcool, donc en dessous des standards de l'OMS qui sont 3 unités par jour, c'est-à-dire 3 petites bières ou 3 verres de vin, voilà, ou 3 whisky dose café. Et donc, si effectivement la réduction donc de la consommation d'alcool va améliorer l'état de santé du patient, il n'y a aucune en ce qui concerne le tabac, il n'y a pas de bénéfice à diminuer sa consommation. D'accord. Il faut arrêter. On parle aussi souvent justement de la cigarette. Il y a encore des gens qui fument la pipe. Est-ce que c'est moins dangereux que la cigarette? Non, pas du tout. C'est exactement les mêmes. Pareil. Les mêmes, avec quelquefois quelques cancers un peu plus localisés, tels que les cancers de la langue, effectivement, pour la pipe. Il y a autant de nicotine dans la pipe que dans la cigarette. Enfin, oui, c'est pareil. Mais je vous dis, c'est pas la nicotine qui est dangereuse. Ce sont tous les produits de combustion, le monoxyde de carbone et tous les goudrons et autres métaux lourds. Alors, je suis
forcément, je fume beaucoup, 15 à 20 cigarettes par jour. Pour moi, c'est énorme. Comment je peux faire? J'ai envie d'arrêter. Oui. Comment je peux faire? Il faut quand même se préparer. On peut pas se dire comme ça du jour au lendemain, moi, je vais arrêter de fumer. Ça peut marcher, mais c'est quand même extrêmement rare. Hein. Oui. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord, faut voir un professionnel. Hein. Il faut consulter une personne, pas forcément un médecin. Hein. Vous pouvez avoir dans les donc moi je travaille au XAPA de Chauny, l'infirmière, la sage-femme, moi-même, nous faisons des consultations tabac. Hein. Et donc ce n'est pas uniquement, je n'ai pas le privilège de cette consultation. D'accord. Et donc cette consultation démarrage va, si vous voulez, établir un peu le profil du patient demandeur, hein, parce qu'en fait, on n'est pas tous pareils. Et on fume pas tous pour les mêmes raisons. Oui. En fait, pourquoi vous fumez? Vous avez un peu une idée? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce que vous avez comme... J'ai beaucoup de stress. Alors, le stress, ça c'est sûr. Ça, c'est une des raisons. C'est-à-dire fumer pour traiter un peu son mal-être. Oui. Okay. Les enfants à la maison, c'est vrai que c'est énervant. Il faut toujours s'en occuper. Donc, j'ai pas 5 minutes à moi. Voilà. Là, on est encore dans le stress. Est-ce que vous voyez d'autres causes? D'autres causes. L'envie de faire comme les autres. Oui. Alors ça, aussi, oui, la copine qui fume. C'est-à-dire, c'est l'aspect social du tabac. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'alcool d'ailleurs, en société, on se réunit, on boit ensemble, on fume ensemble. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une deuxième cause. La cause, on va dire, sociale. Mais il y en a encore deux autres. Alors, il y a le plaisir, tout simplement. Hein, faut pas l'oublier. C'est vrai. Il y a le plaisir. Hein, et enfin, il y a, si vous voulez, le pire de tout, c'est l'aspect compulsif. C'est-à-dire les gens qui fument, ils savent même plus pourquoi. En fait, c'est là où on reparle du dérèglement du centre du plaisir et de la récompense, qui est tapis bien au fond de notre cerveau. Et donc, ils sont tous un peu compulsifs dans les catégories. Mais le compulsif majeur, lui, il sait même pas pourquoi il fume, mais il fume. Ça, c'est sûr. Si je suis trop énervé, c'est vrai que je vais aller griller une cigarette. Ouais, voilà. Donc déjà, il va falloir que, avant de prendre une décision thérapeutique, une décision d'accompagnement, il va falloir déjà que je définisse bien le profil de mon patient. Est-ce que c'est un stressé? Est-ce que c'est les personnes qui fument essentiellement pour être avec les autres, comme vous disiez? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un amateur de sensations, qui aime bien le goût de la fumée du tabac? Ou est-il très 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 compulsif? Oui. Donc là, il y a une consultation à faire chez vous. Il y a une consultation, si vous voulez, qui est un petit peu longue quand même. Oui. Pendant laquelle on va essayer de définir le profil du patient, on va essayer de définir un petit peu le degré d'intoxication du patient. C'est ce qu'on appelle le test de Fagerström, qui est un test en quelques questions qui permet de voir, avec un score, qui permet de voir si vous êtes donc un fumeur très problématique ou un peu moins, quoi. Voilà. Et puis on va travailler avec le patient par ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. On va travailler un peu sa motivation et ses capacités au changement, en fait, ce qui n'est pas évident du tout. Alors souvent ils me disent oh oui, avec un peu de volonté ça va arriver, mais non, il n'y a pas que la volonté. Il y a aussi beaucoup de stratégies, de stratégies d'évitement, de savoir prévoir à l'avance le moment dangereux où vous allez être exposé à cette idée du tabac. Et la simple idée va développer chez vous ce qu'on appelle le craving en américain. Le craving, c'est-à-dire c'est l'envie irrépressible de consommer. Ah oui, voilà. D'accord. Alors, docteur, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale. Élodie, elle va nous passer 2 petites musiques. En attendant qu'on va rappeler aux auditeurs le thème, le sujet, c'est comment arrêter de fumer. Si vous avez un témoignage, justement, à nous formuler à travers l'antenne de Radio Puisalène, 03 44 75 3000. Et nous allons écouter France Gall, Résiste et Bébé Brune, Nicotine Love. Merci, Élodie. Et nous retrouvons tout de suite le Club Cœur et Santé. 03 44 75 3000. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne, Élodie. Oui, tout à fait. Il me semble, voilà. Donc le sujet du jour, c'est comment arrêter de fumer. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Plutôt. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, moi, je suis Isabelle. J'ai eu l'occasion de vous voir un petit peu tout à l'heure. Ah oui, je vous ai vu tout à l'heure, effectivement, oui. Oui.
Et donc j'ai bien réfléchi un petit peu à ce que vous m'avez expliqué un petit peu. Par contre, j'aimerais savoir, pour une personne aussi stressée et nerveuse que moi, par quel bout commencer parce que vous parlez de stratégie. Moi je pensais que la volonté suffisait pour arrêter de fumer. Bon, maintenant je pense un petit peu moins que c'est le cas. Mais par quel bout commencer pour arrêter de fumer? Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, on a fait ce qu'on appelle une ébauche d'entretien motivationnel. Hein. J'ai essayé un peu de vous comprendre, de voir comment vous fonctionnez. Oui. Ce qui m'a permis de voir que vous étiez effectivement très stressé et très très dépendante de vos enfants. Il y a beaucoup de mères comme vous. Hein. Mais donc, effectivement, il y a sûrement tout un travail à faire chez vous qui, à mon avis, peut pas se faire seul. Et vous devriez vous faire aider par une psychologue pour effectivement vous aider à mieux gérer votre stress, à mieux gérer vos émotions. Voilà. Et peut-être aussi, là c'est un problème de fond, à un peu plus laisser vos enfants se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire qu'en réglant un petit peu les problèmes personnels, essayer de mettre du large un petit peu dans ma vie, c'est un peu ça. Ouais. Je serai plus détendue et ce sera plus facile pour arrêter de fumer. Voilà, vous avez tout dit. Mais alors donc, voilà, vous pouvez pas non plus régler tous vos problèmes. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est? On en a tous des problèmes, c'est normal. On a tous des moments de stress. Le problème est surtout de savoir gérer son stress. Oui, voilà. Et ça c'est le plus compliqué. Et voilà. Effectivement, la cigarette pour vous, pour l'instant, est très efficace parce qu'effectivement, quand vous avez un petit moment d'anxiété, de stress, même de déprime, la cigarette, sur le moment, hein, à l'instant, hein, a cet effet apaisant. Oui, oui. Et donc, il faudra que je consulte pour me faire aider. Alors, moi, je pense que dans votre cas, effectivement, on en a bien discuté tout à l'heure. Oui. Vous avez besoin d'aller consulter, soit dans ce qu'on appelle un XAPA, c'est un centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il y en a un sur Chauny, il y en a un sur Noyon aussi. Soit en allant voir votre médecin traitant, mais les médecins traitants sont quelquefois un petit peu réticents parce que ce sont des consultations assez longues et les médecins traitants pour l'instant sont très occupés. Effectivement, n'ont pas forcément le temps nécessaire à votre écoute. En fait. Non, mais moi j'ai besoin peut-être qu'on m'écoute un petit peu plus longtemps. Voilà, c'est ça. Donc moi je vous conseille plutôt d'aller dans un centre spécialisé. Voilà. Ou alors vous avez une autre possibilité sur le site Tabac Info Service. Oui. Vous avez des coachs. Vous pouvez être suivi par un coach de Tabac Info Service, mais je pense que pour vous, la prise en charge psychologique est nécessaire. Oui, je crois que toute la base est là. Hein. Voilà. Très bien, docteur. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé. Non, pas du tout. Au contraire, vous m'avez bien reboosté. Hein. Parfait. C'était au le but. Contraire, ça m'a fait Parce qu'en fait, bien. aller dire à quelqu'un des choses négatives, lui dire attention, vous fumez, vous allez mourir, ça n'a jamais arrangé, ça n'a jamais persuadé personne. En fait, il faut essayer toujours d'être dans le positif et d'essayer de vous aider à retrouver en vous-même les ressources nécessaires pour un équilibre, pour arriver à vous sevrer. Et reprendre confiance en vous, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai bien, non, mais pas découragé du tout. Bon, c'est bien, c'est bien. Ça m'a fait l'effet contraire. Hein. Merci Isabelle. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci Isabelle d'avoir appelé. Alors faites comme justement Isabelle 03 44 75 3000 si vous avez envie d'arrêter de fumer. La question docteur, que faut-il faire? Alors chaque patient a sa propre personnalité. Chaque patient, c'est ça. A son histoire personnelle, sa personnalité. C'est son vécu, ses antécédents médicaux, ses problèmes psychologiques plus ou moins graves. Donc voilà, c'est extrêmement long quand même de bien définir effectivement le profil du patient. Mais une fois que vous avez fait ce travail, vous allez décider d'un traitement, vous allez rentrer dans l'action. Vous allez décider. La première chose, c'est de décider est-ce que vous arrêtez complètement ou est-ce que vous voulez réduire. A priori, le plus efficace, c'est quand même d'arrêter complètement. Après, on reparlera peut-être tout à l'heure un petit peu de la cigarette électronique, c'est un autre moyen. Mais bon, on va rester dans le classico-classique, donc l'arrêt du tabac. Donc pour ça, on a une arme quand même assez efficace, ce sont les substituts nicotiniques, soit en forme de patch, soit en forme de gomme,
soit en forme d'inhaleur, c'est-à-dire voilà qu'on aspire, un petit tuyau dans lequel on aspire, qui permettent déjà de bien garder dans le sang un taux de nicotinémie correct, qui fait que vous n'aurez pas ce syndrome de manque, cette sensation de manque. Les trois ont la même façon de nous aider à arrêter de fumer. Alors les patchs, oui c'est ça. Le patch va faire passer de la nicotine, enfin le patch, la gomme ou l'inhaleur va faire passer de la nicotine dans le sang. D'accord, les trois. Voilà. Est-ce que les gens aimeraient bien avoir l'inhaleur ou non? Alors, il y a ce réflexe de succion. Alors, c'est ça. L'inhaleur, c'est réservé aux gens qui sont un peu compulsifs et qui ont besoin d'avoir effectivement quelque chose dans la main et de tirer sur quelque chose. Effectivement. Chez certains patients, l'inhaleur peut être intéressant. La cigarette électronique a un petit peu détrôné l'inhaleur. Donc ça, c'est la première des choses. C'est ces substituts qui vont garder une nicotinémie dans le sang à un certain niveau et qui permet de ne pas avoir trop de syndrome de sensation de manque. Alors docteur, comme dans le cas de Isabelle, qui depuis le matin, elle a envie de fumer, je pense que pour lui faire arrêter de fumer, il faut un certain temps, et je pense que vous allez y aller aussi doucement. Oui. On va prendre son temps pour... voilà. Mais avant de parler de ça, donc je vous parle aussi des autres possibilités de traitement. D'accord. Alors, il y a 2 médicaments qui sont sur le marché, un qui s'appelle le Ziban et l'autre le Champix, qui sont des médicaments qui quand même ont prouvé leur efficacité dans le sevrage tabagique. Ils vont pas tout faire, mais ils vont quand même aider un peu le patient. Et donc, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'un des deux, le Champix, est maintenant remboursé par la Sécurité sociale. Donc, sous certaines conditions, c'est-à-dire que c'est pas au premier sevrage, enfin, il faut, c'est en deuxième intention, hein, c'est-à-dire que vous commencez par donner des substituts, par exemple, nicotiniques, bon, ça marche pas, vous pouvez rajouter ce produit. Après, on a aussi, pour les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire des problématiques psychiatriques un petit peu plus compliquées, un peu plus complexes, on peut aussi utiliser des antidépresseurs ou des anxiolytiques, hein, mais bon, avec parcimonie, et puis pas trop longtemps, parce que si effectivement vous remplacez une addiction à la cigarette par une addiction aux benzodiazépines, vous n'aurez pas vraiment gagné grand-chose. Hein. Mais voilà, ils peuvent être utiles à certains moments, parce qu'il faut savoir qu'un sevrage est un moment difficile, et peut-être un moment même pour le sevrage tabac, sevrage alcool encore plus, mais même le sevrage tabac peut être un dangereux, hein, si on n'accompagne pas bien la personne. Si vous avez une personne qui a un problème dépressif ou anxieux un peu important, si vous ne l'accompagnez pas correctement, vous pouvez effectivement voir des personnes qui vont majorer leur état anxieux ou leur état dépressif. Alors ça, vous allez le savoir forcément lorsque je vais venir vous consulter. C'est ça, il faut vraiment que je prépare ça à l'avance. Hein. Afin de façon à savoir justement sur le patient. Après, on va adapter le traitement. On va pas forcément mettre toute la batterie d'un seul coup. On va revoir le patient. Ça dépend des patients. Il y a certains, vous allez les voir à 7 jours, d'autres à 14 jours, d'autres à 28. Voilà, ça dépend. Hein, c'est pas. Tout ça, ça dépend. Ça dépend de la personne et de la complexité du sevrage, on va dire. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez tous les traitements non médicamenteux. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure de la psychothérapie. Hein. Donc ça, c'est effectivement... Qu'est-ce que c'est la psychothérapie, c'est, si vous voulez, l'aide par un spécialiste. Donc, un accompagnement qui peut avoir plusieurs buts. Ça peut être de mieux gérer son stress. Ça peut être de rendre des souvenirs douloureux un peu moins douloureux. Ça peut être toutes sortes. C'est très variable. Hein. C'est très multiple. Hein. Il y a beaucoup de genres de psychothérapie. Donc là, c'est une personne qui vous écoute. Voilà, c'est une personne qui vous écoute, hein, et voilà. Vous avez l'hypnose. Oui. Pourquoi pas? Oui. Pour certains médecine patients. Alternative. Voilà. Tout ce qui est médecine alternative. Vous avez l'acupuncture aussi. Hein. Vous avez aussi quelque chose qu'il faut pas négliger, c'est la diététique. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, un des freins à l'arrêt du tabac, c'est que la personne a peur de grossir, ce qui est pas
du tout faux. Hein. Et en fait, c'est vrai que là aussi, quelquefois, c'est pas mal de se faire accompagner par une diététicienne pour éviter cette prise de poids. Pourquoi ce phénomène, justement, lorsqu'on arrête de fumer, on grossit? Alors déjà, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la nicotine a un effet sur l'appétit, diminue l'appétit. Si vous n'avez plus de nicotine, vous allez manger plus. Et pour cet aspect aussi un peu compulsif, moi j'ai fumé jusqu'à 30 ans, et voilà, moi ce qui m'a motivé pour arrêter de fumer, c'est une personne que j'ai accompagnée avec un cancer de la gorge à domicile, qui est morte le 15 août par une chaleur épouvantable, et cette personne souffrait énormément. Je faisais tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter qu'elle souffre, mais malgré tout, elle souffrait. Et c'est vrai que cette souffrance m'a fait dire du jour au lendemain, j'arrête le tabac. D'accord. Voilà. C'était pour moi, le déclic. Ça a été un déclic très net. Et bien après, c'est tout. Comme vous n'avez plus ce geste, vous grappillez, vous mangez un petit peu n'importe quoi, vous compensez comme ça. Même au début, j'ai bu un peu plus d'alcool aussi, parce que vous avez besoin de compenser. Après, vous régulez tout ça. Je ne suis pas devenu un alcoolo, mais voilà. Alors, docteur, il y a peut-être d'autres moyens aussi de pouvoir, on va dire, s'aider. Par exemple, je sais pas, moi je dis d'aller faire les courses, d'aller faire le jardin, d'aller faire un petit peu de sport, d'aller faire toutes ces choses-là qui fait que on est occupé. Tout à fait. Alors là, si vous voulez, je peux vous énumérer 10 règles pour réussir le mieux possible son sevrage. Est-ce que vous voulez que je vous dise que je vous en parle ? Bien sûr, ça nous intéresse. Alors, la première, c'est donc effectivement, il faut fixer une date. Il faut fixer une date et s'y tenir. La deuxième, c'est il faut évidemment supprimer toute cigarette. Il faut pas se dire, je vais prendre une petite bouffée. Ça, c'est pas possible. C'est tout. Ça, vous allez tout de suite, vous avez de gros risques de rechuter. D'accord. La troisième chose, c'est de se débarrasser de tout ce qui est cigarette, briquet, cendrier. Tout ça, ça doit être foutu à la poubelle. Faut pas se dire, je garde une cigarette dans un coin, ça c'est une catastrophe. Faut pas aller la planquer au fond du jardin. Voilà. Alors, se servir des substituts, on l'a dit tout à l'heure, se servir à la rigueur du Ziban ou du Champix, on l'a dit. Donc, ça c'est la 5e recommandation. La 6e, c'est demander aux autres de respecter votre décision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, pendant un bon moment, pendant plusieurs semaines, il faut éviter déjà les endroits où on fume, et il faut aussi que les gens vous respectent et ne fument pas devant vous, parce que ça, c'est pas possible. Ça, c'est vrai que c'est un moyen. Bien souvent, c'est le cas. On a plus tendance justement à replonger parce que, il y a la copine qui revient et dit allez, viens, c'est la dernière, et puis voilà, quoi. Alors donc il faut donc avertir son entourage qu'on a arrêté de fumer. Il faut donc qu'il respecte cette décision, et il faut obtenir son soutien positif. Je reviens à ça, c'est-à-dire il faut pas dire à quelqu'un oh là là, t'as l'air de mauvaise humeur, t'es pas bien depuis que t'as arrêté de fumer. Il faut lui dire écoute, je trouve que ton teint est bien plus resplendissant, ou je ne sais quel autre. Le rassurer. Compliment objectif qui n'est pas forcément une flatterie, qui est vrai. On en parlera tout à l'heure de ça. Donc ça, c'est sûr. Le soutien d'entourage et le soutien positif de l'entourage. Et alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut aussi changer de routine. Il faut éviter les endroits ou les situations où vous aviez l'habitude de fumer. J'en prends une, par exemple. Vous avez fini votre repas, en règle générale. Allez, hop, on allume sa petite cigarette. À ce moment-là, quand vous avez fini votre repas, vous vous levez, vous allez dans une autre pièce, par exemple. Et il faut savoir que l'envie de fumer, le craving, est assez éphémère dans le temps. Si vous avez la possibilité de trouver une action alternative à l'envie de fumer, dans les 5 minutes, ça disparaît, en fait. Ça, c'est très important. Voilà, tout ce qui peut être un peu compulsif, comme mâcher un chewing-gum, les choses comme ça peut vous aider. Des petites techniques comme ça pour gérer son stress autrement qu'en tirant sur la cigarette. Et puis, la dernière, c'est aussi de se dire que, ma foi, ça ne va pas être forcément un succès la première fois, et que la reconsommation, c'est pas non plus dramatique. On pourra recommencer. D'accord. C'est très important.
Est-ce que c'est bien aussi justement si plusieurs fumeurs se disent on arrête de fumer ensemble? Alors oui. Alors ça, on est tout à fait dans le mois sans tabac, où effectivement, il y a 2 recommandations importantes dans le mois sans tabac actuellement. C'est toucher les populations les plus défavorisées. Ça, on a beaucoup de mal, parce qu'en fait, plus vous êtes peu gâté par la vie, plus vous fumez en règle générale, malgré le prix. Et ceci dit, le prix est quand même un bon moyen de diminuer la consommation de tabac. Oui, parce qu'un paquet de cigarettes, je sais pas moi, Elodie, vous pouvez peut-être nous renseigner là-dessus, parce que vous aussi, vous allez intervenir à l'antenne de Radio Pisalène, puisque vous avez un fort témoignage à nous donner, hein, puisque vous aussi, vous voulez arrêter de fumer, parce que vous fumez beaucoup. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, le prix de cigarette, c'est à peu près à 7 €. 7 €. Ouais, et ça devrait passer d'ici à peu près, je crois, 2019, ça doit passer à 10 €. Hein. Oui. Quand même, 10 € un paquet de cigarettes. Ça va demander à réfléchir. Voilà. Ça fait un paquet. Ça fait un paquet. Il faut mieux les mettre de côté et partir en vacances. Tout à fait. Vos collaborateurs tout à l'heure disaient que lui, il fumait. Ce qui l'avait motivé, c'est que il fumait 400 € par mois et qu'il se disait que maintenant il pouvait se payer avec cet argent économisé un voyage en Tunisie tous les mois. Oui, c'est vrai que là, ça vaut le coup d'y réfléchir. Ça vaut le coup d'y réfléchir. C'est ce que vous mettez de côté. De toute façon, qui s'en va en fumer, là vous mettez de côté et ça vous permet éventuellement de faire des choses. Alors, Elodie, vous voulez intervenir un petit peu si vous avez des questions justement à poser au docteur. Oui, justement, quand on veut arrêter de fumer et qu'on a tout l'entourage autour de nous qui fume, la famille, et qu'on a l'odeur en permanence, comment on fait justement pour résister? Ça va être extrêmement difficile, hein. Ça c'est sûr. Vous compliquez beaucoup la situation. Oui. Alors, d'où l'intérêt d'arrêter ensemble. Voilà. Oui. D'où l'intérêt, c'est alors c'est ce que je disais tout à l'heure. On a été coupé. En fait, toucher les populations les plus défavorisées, sensibles, oui, et aussi favoriser les actions de groupe, parce que c'est vous qui me parliez de ça, Ludovic. Donc effectivement, favoriser les actions de groupe, c'est un des objectifs, un des challenges du mois sans tabac. Mois sans tabac, oui. Ça c'est bien. Donc là, c'est vrai que c'est assez difficile quand il y en a une qui fume et puis que l'autre ne fume pas. Donc il faut tous, dans la même famille, arrêter de fumer. Oui, c'est surtout un couple, non? Si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, oui. C'est l'idéal. Mais sinon, vous allez peut-être y arriver, mais il va falloir que vous preniez des postures un peu d'isolement au départ. Effectivement, si tout le monde fume, bien juste après le repas, c'est tout, vous partez dans votre chambre, je veux dire, c'est pendant un certain temps du moins. Mais voilà, si effectivement les gens ne vous respectent pas, c'est dommage, mais vous aurez beaucoup plus de mal à arrêter. Car, je vous dis, le simple fait de voir quelqu'un fumer va déclencher au niveau de centre du plaisir et de la récompense, donc cette envie, ce craving, cette envie irrépressible, donc qui va être extrêmement douloureux et difficile à contrer. Et là, la volonté, malheureusement, n'a pas... Rester assis à regarder la télévision avec tous les gens qui fument autour de vous, ça va être un petit peu difficile. Et c'est vrai que docteur, c'est vrai que c'est le cas. Je veux dire, tout le monde fume dans la maison ou en dehors de la maison? Alors ça dépend quand mon neveu est dans la maison ou pas. On respecte au moins le petit, mais parce que tout le monde fume. C'est ce que j'allais demander aussi. La personne qui ne fume pas, le bébé ou le petit garçon de 10 ans qui est là, il fume pas, mais il fume autant. Si, les fumeurs passifs. Voilà. Et il a à peu près, on compte à peu près 10% de pathologies pouvant entraîner la mort, donc ce qu'on appelle les morts évitables. 10% de pathologies sont attribuées aux fumeurs passifs. Alors, il vaut mieux, là c'est pareil, il vaut mieux aller fumer dehors. Alors ça maintenant, je pense que effectivement, dans la maison, les gens maintenant, on voit quand même beaucoup maintenant dans les cafés ou autres lieux. Ça y est, les gens fument dehors maintenant. Voilà, c'est sûr. Et maintenant, les gens effectivement fument dehors et aggravent le risque de bronchite puisqu'ils ont une bronchite déjà parce que et ils fument. Et puis deuxièmement, ils prennent froid. Alors donc voilà. Alors, en plus pas toujours, mais bon. En plus du prix du tabac, ils payent le médecin. Oh, mais le médecin est remboursé. Voilà, c'est l'avantage. Ouais. Mais bon, c'est pas une raison. Justement, on disait que c'est bien d'arrêter en groupe. Est-ce que c'est bien aussi de s'accompagner des gens qui ont arrêté pour justement donner leur expérience? Oui. Ça, dans tous les sevrages, donc vous avez besoin de l'expertise des patients.
et des patients et de l'expérience des patients qui ont décidé d'arrêter. C'est toutes les associations d'anciens buveurs qui sont très utiles, Alcool Anonyme, Alcoolique Anonyme ou autres, ou Joie et Santé, et qui sont ce qu'on appelle des associations d'autosupport, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des gens qui s'aident mutuellement et qui échangent entre eux toutes leurs expériences positives ou expériences négatives. Alors, ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a une association et là, vous incitez les personnes justement qui arrêtent de fumer d'aller dans cette association-là, tous ensemble pour... Oui, alors, à l'hôpital de Chauny, nous avons des groupes de parole. On pourrait très bien avoir un groupe de parole d'anciens fumeurs. Pour l'instant, il n'est pas spécifique, le groupe de parole d'anciens fumeurs. Mais on pourrait l'envisager, pourquoi pas. Mais auxquels vont s'adjoindre des jeunes, des personnes qui viennent de se sevrer, donc qui ont besoin d'être aidés et accompagnés. Et donc là, vous dites que ça existe, c'est à Chauny. Ou à Noyon. Alors, sur Chauny, on n'a pas encore de groupe spécifique anciens fumeurs. Non, ça, on n'a pas. Ça n'existe pas encore. Je ne sais pas sur Noyon, docteur. Non, il n'y en a pas non plus. Alors, vous avez quand même, si vous voulez, justement encore Tabac Info Service, qui est aussi un. Alors là, c'est pas en groupe puisque mais vous avez quand même des professionnels qui vous accompagnent et à qui vous pouvez poser des questions, à qui vous allez donc vous confier vos difficultés ou vos joies, les deux. Alors, on va justement demander aux auditeurs et auditrices qui écoutent la radio si vous avez des témoignages justement dont vous avez arrêté de fumer, nous dire comment que ça s'est passé. Ça serait bien de nous le faire savoir au 03 44 75 3000. On peut peut-être passer une petite musique. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Le docteur de Muson est là pour justement répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. 03 44 75 3000. On se fait une petite pause et ensuite on revient. Donc témoignage, si vous voulez arrêter de fumer, appelez-nous à 03 44 75 3000. Docteur Dominique. Oui, docteur Dominique Bossavoli, plus facile, voilà. Plus facile. Alors nous étions en train de parler, oui, c'est vrai que fumer c'est pas facile. Et puis il y a beaucoup de petits sujets qui fait que des petites choses que l'on peut éventuellement apprendre à savoir en ce qui concerne les préjugés. Ah oui. Alors là, c'est un peu les idées fausses. Oui, effectivement, les idées fausses qui vous dissuadent d'arrêter de fumer. Oui. Alors la première, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de dire, moi, je vais réduire ma consommation et je vais réduire mes risques. Alors toutes les études montrent qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait de réduire la consommation de cigarettes ne réduit pas du tout les risques de cancer. Il faut un arrêt total. Ça, c'est la première chose. D'accord. Il y a aussi un argument qui est souvent employé, c'est de dire, de toute façon, moi, c'est pas la peine que j'arrête de fumer, l'air est très pollué et donc, ça suffit à m'exposer au risque de cancer. Alors, c'est quand même pas tout à fait vrai. En fait, si vous voulez, les microparticules qui proviennent des voitures, du carburant ou du charbon, en fait, sont à l'origine de 5% des cancers. C'est loin des 80% des cancers, 80-90% dus au tabac. Donc là, cet argument n'est pas recevable. Il y en a un autre qui est de dire j'ai 50 ans, il est trop tard pour arrêter de fumer. C'est pas vrai, parce qu'en fait notre espérance de vie quand même est maintenant 100 ans. 100 ans peut-être pas, mais enfin, je l'ai dit pour les femmes 85 ans, il y a une vraie injustice, puisque nous les hommes, nous vivons moins longtemps que vous les femmes. On va protester, c'est pas normal. Oui, mais je pense que dans l'avenir, nous sommes désolés. Oui. Et on le verra tout à l'heure, mais non, le fait d'arrêter de fumer à 50, voire 60 ans, va quand même réduire considérablement votre risque d'avoir une maladie due donc au tabac. Une autre, c'est de dire moi je fume des cigarettes light.
Alors c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'ils n'ont plus le droit de mettre ce terme de light. Oui. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas de cigarette légère. Ça n'existe pas. C'est ce que j'allais vous demander. Ça existe, ça? Non, hein. Non, ça n'a jamais existé. Des arguments de vente, mais pas autre chose. D'accord. Le tabac roulé est plus naturel que la cigarette industrielle. Aussi totalement faux. Totalement faux. De toute façon, le tabac roulé, donc c'est moins cher. C'est moins cher. Alors ça aussi, c'est un problème. Là, on peut en parler un petit peu, parce que c'est un problème de nos régions. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos régions frontalières, vous achetez des pots de tabac. Alors, je ne sais pas, à 35 €, vous achetez un pot de tabac qui va effectivement vous durer tout le mois. Hein, un mois, oui. Et puis qui vous coûtera 30 infiniment moins cher, que l'achat de cigarettes. Oui. Nous, on préfère acheter une boîte de gâteaux. Hein. Oui, vous avez raison. Ou un bon resto. Donc voilà. Voyage au Maroc. Alors, il vaut mieux arrêter tout d'un coup que petit à petit. C'est quand même vrai, ça. Je pense quand même que. Mais c'est vrai qu'il y a certains patients pour qui je ne peux pas leur proposer un arrêt brutal. Souvent, lorsqu'il y a des complications, des comorbidités psychiatriques, l'arrêt brutal peut être un peu dangereux. Alors, la cigarette électronique est tout aussi dangereuse que le tabac. Archi faux. Infiniment moins dangereuse, parce qu'en fait, si vous voulez, la cigarette électronique, c'est donc de la vapeur. Il n'y a pas de combustion, et tous ces goudrons, tous ces produits extrêmement nocifs ne sont pas dégagés, puisqu'il ne s'agit pas de combustion, mais qu'il s'agit simplement d'évaporation. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est bien pour la personne qui a envie justement d'arrêter de fumer. C'est bien de s'aider avec la cigarette électronique. Alors c'est un outil de plus. Pour effectivement tenter un sevrage tabac. Parce que quand vous dites enfin je sais pas comment ça se passe, dans le liquide, vous pouvez mettre les arômes que vous voulez. Alors on met de la nicotine à des dosages plus ou moins forts, et effectivement des arômes. Mais effectivement, si vous utilisez une cigarette électronique, ce qu'on appelle une vape, donc afin de sevrage, il faut effectivement proposer un liquide à forte teneur en nicotine. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est vous, docteur, qui le préconisez aux patients, ou alors c'est le patient, il va aller, au magasin, chercher sa cigarette et puis demander... les deux. Les deux, d'accord. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de patients qui se sont mis à la cigarette électronique sans passer par un médecin ou par un centre d'addictologie. Alors, on a aussi vu des jeunes qui ne fumaient pas. Enfin, moi, j'en connais, et qui se sont mis à la cigarette électronique. Bien sûr. Ouais. Alors ça, les conclusions de l'HAS là-dessus, c'est de dire qu'il faut quand même lutter contre ça. Effectivement, la cigarette électronique ne doit pas être une voie d'entrée dans l'addiction, c'est sûr. Ça doit aider à arrêter, et non pas dans la dépendance. Voilà. Oui, et non pas le contraire. Ça, c'est vrai. Oui, ça. Voilà. Alors, si vous avez des témoignages, vous pouvez nous appeler. Éventuellement, si vous êtes à la cigarette électronique, et expliquez-nous un petit peu si ça vous aide. Voilà. Voilà. Donc après, il y a aussi un argument qui est souvent employé, qui est: moi, je fais du sport, donc le risque lié au tabagisme est diminué. C'est aussi complètement faux. Ça a été prouvé par des études. Le risque lié à la cigarette ne touche que les seniors. Alors ça, on est en plein dedans. Non, le risque de la cigarette touche en priorité les jeunes. Et ce sont effectivement la cible de la prévention, ce sont les jeunes. C'est sûr. Et ça... elle peut se faire à l'éducation nationale, bien sûr. Ils ont un site spécial qui s'appelle Eduscol, qui permet aux enseignants de se former et de pouvoir donner les bons arguments à leurs élèves. Voilà. Mais enfin, donc, les médecins généralistes aussi devraient faire un peu plus de prévention. Pour l'instant, je vous dis, pour des raisons de manque de temps, c'est vrai qu'ils sont pas toujours tout à fait sensibilisés par ça. Ils le seront peut-être un peu plus, parce que sûrement dans les années à venir, dans les objectifs de santé publique,
c'est-à-dire ce que le médecin doit faire, hein. Et s'il le fait mal, s'il le fait bien, il est récompensé par la sécurité sociale. Hein. Eh bien, dans les objectifs, on verra sûrement dans peu de temps arriver repérage de la consommation de tabac et d'alcool. Repérage précoce et intervention brève, RPIB. Docteur Vauduit, vous intervenez dans les écoles? Oui, effectivement, j'interviens dans les écoles et c'est principalement les écoles primaires. D'accord, donc primaire, ils ont quel âge? Ils ont 10 ans? Oui, hein. Moins de 10 ans. Et vous intervenez dans toute... L'année dernière, le Club Privé Santé est intervenu dans toutes les classes primaires publiques de Noyon. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel. Il y a l'alimentation, il y a incitation à la pratique sportive, et puis il y a le tabac. Alors, c'était une campagne ou c'était sur une semaine, c'était sur un mois, c'était... Non, c'est à l'occasion du parcours du cœur. Et ce sont les enseignants qui nous ont sollicités. Oui. Oui. Et les enfants, ils en sont... enfin, je veux dire, à 10 ans, est-ce qu'il y a des enfants qui fument déjà à 10 ans? Oui. Comment ça fumer? Certains. Alors, j'ouvre une parenthèse, hein, mais là, c'est également la chicha. Parce que c'est très convivial. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, la chicha? Oui, il y a Élodie qui me dit... Est-ce que vous me confirmez? Oui. La chicha, en fait, c'est donc effectivement la grande pipe, la grande pipe qui passe dans de l'eau, et effectivement qui est extrêmement nocive. Alors là, on n'est pas... voilà. Elle est très nocive. Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que on met ce qu'on veut dedans, non? Non, il y a peut-être du tabac. On met du tabac, quelquefois on y met d'autres choses. Mais enfin, oui, bien sûr, d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est il y a le charbon aussi qui est incandescent. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est ça aggrave encore. Tous les produits de combustion. Les risques, voilà, c'est ça. Ça, c'est important justement de signaler que c'est aussi important, c'est grave, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Certains enfants fument la chicha avant la cigarette. Parce que c'est convivial. Ils passent devant le cousin, le petit frère, le grand frère, là. Écoute, tu viens tirer un coup, là, c'est très convivial. Donc, Afi, tu viens tirer un coup, je sais pas si c'est vraiment oui, c'est peut-être pas le terme, oui. Alors, vous dites que c'est vrai que ça se passe pas dans les écoles, ça se passe dans des endroits, ça peut se passer à la maison, ça, et tout le monde, donc, fait un petit tour, oui, en général, oui, c'est ça. Et comme vous dites, bah oui, le frère, le cousin, la cousine, enfin, tout le monde passe, sur de la chicha. C'est important justement de signaler que c'est pas bon, parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens dire c'est pas dangereux, c'est rien du tout. Donc justement c'est important de le signaler. Oui, je pense que vous pouvez répondre. Votre intervention est extrêmement importante, et il faut dire que donc la prévention chez les jeunes effectivement écoliers s'avère efficace, hein, et sûrement parce qu'on est à un moment où ils emmagasinent tellement de choses dans leur cerveau que effectivement c'est important de faire passer ces messages-là. Oui. Donc c'est pas bon la chicha, hein? Ah non, pas du tout. Oui, alors, j'interviens aussi dans les collèges, mais pas beaucoup, moins que dans les écoles primaires. Alors, entre les écoles primaires et puis le collège, je change un petit peu le discours. Oui. Oui, parce qu'au collège, ils sont quand même un petit peu plus âgés. Ah oui, ils ont presque tous déjà fumé. Oui, d'accord. Oui. Donc là, c'est beaucoup de la prévention. De toute façon, c'est la prévention de côté. Beaucoup plus encore, mais bon, c'est vrai que 10 ans et puis... Alors, que ce soit pour les primaires ou ceux du collège, je parle très peu de maladies. Bon, il faut passer en autre comme ça. Je parle surtout, enfin pas surtout, mais je parle aussi de la femme enceinte. Mais ce que je leur dis, c'est que ce qui est tout à fait pratique pour eux, par exemple, la mauvaise haleine. Ils courent moins bien parce qu'ils sont essoufflés, s'ils fument, ils ont les mains jaunies, etc. Ça leur parle plus que de dire, voilà, dans 20 ans, dans 30 ans, tu vas avoir un cancer. 30 ans.
En règle générale, effectivement, quand vous prenez ces arguments chez un jeune, ça marche pas. De toute façon, le jeune, ce qu'il aime, c'est la prise de risque. Donc, c'est un adolescent, lui, il est forcément dans la prise de risque. Donc, lui dire tu vas avoir un cancer, ça n'a absolument aucun impact sur lui. Par contre, lui dire qu'il va avoir les dents jaunes, ou alors qu'il va être, je sais pas moi, un petit peu de, qu'est-ce qu'il peut avoir à la suite les mains jaunes aussi, hein, les mains jaunes. Oui, et puis aussi, il faut déjà fumer pas mal, mais aussi effectivement une peau moins belle, hein, voilà. Oui, c'est vrai que les arguments positifs, même chez les jeunes, seront beaucoup plus importants que les arguments négatifs. Voilà. Donc là, c'est bien, docteur Vauduit, d'intervenir, c'est vrai, chez les, on va dire, dans les écoles, parce que il y a ce danger quand même qu'il faut quand même les mobiliser. Et surtout leur dire pas la première cigarette. Mais ça, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Alors, docteur Dominique, avez-vous d'autres peut-être choses? Eh ben, on a combien de temps encore? Ça dépend combien de temps. Moi, vous avez le temps, vous inquiétez pas. Vous pouvez, vous pouvez y aller, vous inquiétez pas. Vous avez le temps. Il y a quelque chose d'assez intéressant à voir, c'est après la dernière cigarette, la vie continue. Alors, mais elle continue en mieux. Alors, comment est-ce qu'elle continue? Après 24 heures, déjà, le monoxyde de carbone a disparu du sang. Après 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent et la laine devient plus fraîche. Après 72 heures de sevrage, la respiration devient plus facile. On se sent plus énergique. Après une semaine, le sommeil s'améliore et le réveil est plus agréable. Après 2 semaines, on parlait de la peau reprend son éclat. Après 1 mois, la toux matinale et la fatigue ont disparu. La voix s'éclaircit. Après 2 mois, on peut observer un regain de fertilité chez les hommes. Et puis, les cicatrisations deviennent beaucoup plus faciles. Voilà. Après 3 mois, les performances sportives s'améliorent beaucoup. Après 6 mois, on a déjà fait presque 1 000 € d'économie pour le fumeur moyen, c'est quand même important. À pouvoir partir en voyage. On peut faire un voyage. Après 1 an, alors ça, mon confrère le confirmera, je suppose, le risque d'infarctus diminue de moitié. Celui d'accident vasculaire cérébral est normalisé. Après 5 ans, le risque donc d'infarctus est normalisé. Oui. Et celui du cancer du poumon est diminué de moitié. Et après 10-15 ans, l'espérance de vie redevient tout à fait identique. Donc voilà. Donc 10-15 ans, il faut attendre 10-15 ans pour que tout... Oui, alors on finit sur une note un petit peu, ça paraît un peu décourageant. Oui. Mais quand même, si vous voulez, vous apercevez que déjà à 1 an, le risque d'infarctus donc a diminué de moitié. C'est 1 an, c'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Et puis ça va relativement vite parce que vous dites au bout de 8 jours, vous avez retrouvé le sommeil ou au bout de... Donc ça va vite quand même, hein? Oui, tout à fait. Ce sont des arguments qui sont, à mon avis, assez porteurs pour encourager les gens. Ah vous avez entendu, Élodie. Avez-vous entendu? Et c'est vrai que tout ce que vient d'énumérer le docteur Dominique, finalement, c'est que du bon, c'est que du bonheur. Oui, c'est que du positif, oui. C'est du positif. C'est vrai que, on retrouve la forme, on retrouve l'appétit, on retrouve toutes ces choses-là, le goût de vivre, en fin de compte. Voilà, tout à fait. Moi, ça fait très longtemps, j'ai arrêté, je vous dis, de fumer à 30 ans. J'ai effectivement eu ces sensations de se réveiller le matin où on ne tousse pas. Où on ne tousse pas du tout. Ah oui. Alors je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que vous toussez? Oui, tous les matins, je tousse, tous les soirs aussi. Tu tousses, voilà. Et donc, quand on se réveille un matin en disant tiens, je tousse plus, et voilà. Au bout de combien de temps on tousse plus? On va dire 1 mois à peu près. Ça passe vite 1 mois. Après, attendez, une personne qui a déjà bien abîmé ses poumons, qui a une bronchite chronique, et qui va arrêter de fumer, je ne lui garantis pas que dans 1 mois elle toussera plus du tout. C'est pas possible ça, parce que elle a déjà un petit peu abîmé ses poumons quand même, cette personne. Oui. Donc voilà. Mais de toute façon, elle s'améliorera quand même, de toute façon. Voilà. Elle retrouve donc alors. Qu'est-ce que vous avez retrouvé? Ah non.
puisque vous voulez arrêter, vous savez pas encore, vous n'êtes pas encore dans le, on va dire, il faudrait que quelqu'un nous téléphone pour nous dire ça. Voilà. Oui, il faudrait que quelqu'un nous appelle 03 44 75 3000 justement pour témoigner. Vous avez arrêté de fumer depuis combien de temps et puis qu'est-ce que ça vous a donné comme sensation après ces arrêts. Vous, c'est vrai, vous toussez, vous avez toujours alors il y a aussi l'odeur de la cigarette sur les affaires, sur les habits aussi. Oui, bien sûr. Ça c'est pareil, toutes ces choses-là. Hein. Oui, bien sûr. Et là, en fait, en règle générale, dans les familles de fumeurs, on s'en rend même plus compte, c'est sûr. Ça, voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne fume plus ressent très fortement cette odeur de tabac chez les fumeurs. Mais moi, je suis quand même assez sidérée, mais bon, de savoir que ça va tout de même aussi vite qu'on retrouve toutes ces sensations comme ça lorsqu'on décide d'arrêter de fumer. Oui, là, ce sont des moyennes. Effectivement, il y a peut-être des gens qui vont avoir un petit peu plus de mal à retrouver leur souffle. Mais voilà. Mais je trouve que c'est important de donner ce constat positif aux gens. Oui. C'est ça. Déjà, je vous disais tout à l'heure, les jeunes, vous leur dites attention, vous allez avoir un cancer, ils s'en foutent complètement. Eux, ça les traumatise pas beaucoup. Vous dites ça à un adulte qui est déjà pas trop bien, qui fume ou qui boit parce qu'il est stressé, parce qu'il va pas, sa vie va pas comme il voudrait, parce qu'il est en souffrance, en mal-être. Vous lui dites écoute, si tu continues, tu vas mourir dans 2 ans. C'est sûrement pas ça qui va l'améliorer, pas du tout. En revanche, si vous le voyez, moi, les patients que je peux voir à ma consultation et qui, par exemple, consomment moins, alors là, par exemple, d'héroïne ou de crack ou de tout ce que vous voulez comme produit, quand je les vois arriver et que je me rends compte qu'ils vont mieux, qu'ils ont pris du poids, qu'ils ont un abord beaucoup moins misérable, beaucoup moins triste, eh bien, tout de suite, je leur dis, mais voilà, là, il y a du mieux. Là, je sens, avant même qu'ils aient parlé, je dis, mais j'ai l'impression que tu vas beaucoup mieux. Je l'ai encore fait cet après-midi avec un patient à Chauny. Et c'est vrai, un patient qui était un jeune patient qui était en grande souffrance l'année dernière et qui maintenant va mieux et qui va mieux pour différentes raisons de la vie. C'est extrêmement compliqué, complexe. Sortir d'une addiction, c'est un problème médico-psychosocial. C'est-à-dire que ça inclut beaucoup de choses et donc beaucoup de paramètres différents. Et donc je l'ai vu. Et je l'ai vu, il avait pris du poids, la cadre du service aussi l'a vu, et je suis sûr qu'on lui a fait un bien fou en lui disant, en reconnaissant cette amélioration de son état, quoi. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, ma façon de soigner, c'est ça, c'est de toujours aller vers le positif et d'écouter aussi beaucoup les patients. Oui, je pense que c'est ça, de l'écoute aussi. Ouais. Et écoutez, être patient. Est-ce qu'on a un petit peu le chiffre à l'échelon national de tous les centres d'addictologie qui prennent en charge le sevrage tabagique? Quel est le pourcentage de réussite? Alors là, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques. On va dire, vous trouvez, alors, on va dire que 30% à peu près, mais mon chiffre est pas un chiffre. Tous les chiffres que j'ai pu vous donner étaient des chiffres aujourd'hui que j'ai pu vous donner ce soir, étaient des chiffres objectifs, qui sortent non pas de mon cerveau, mais de revues. Le sevrage tabagique, c'est très dépendant de la personne. Justement, j'ai cherché dans les bilans du mois sans tabac 2016 et j'aurais été intéressé de voir un peu s'il parlait de ça, mais je n'ai pas trouvé de statistiques sur effectivement le bilan en sevrage, en sevrage réussi.
Alors, docteur, ce que je vous propose, et auditeurs et auditrices de Radio Plus-Haleine, et bien sûr Élodie, 03 44 75 3000, si vous avez encore des questions forcément, ou alors des témoignages, comment arrêter de fumer, ou alors vous avez déjà, vous avez arrêté, et puis quels sont vos ressentis. On se fait deux petites pauses musicales, Élodie, s'il vous plaît. Oui, bon, on va écouter Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser, et Joy Jonathan, les filles d'aujourd'hui. Ça, c'est moi, la plus belle pour aller danser. Et nous retrouvons le club Cœur et Santé. Merci Élodie. Alors, docteur Dominique, opération mois sans tabac. C'est le mois de novembre ou c'était le mois de octobre? Non, c'était une préparation au mois d'octobre, mais c'est au mois de novembre que ça se passe. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le bilan de l'année dernière, si vous voulez. Ah non, ou alors si on parle de kit. Ah oui, alors oui, c'est vrai que vous m'avez donné une petite enveloppe. Alors forcément, une petite enveloppe jaune. Alors accompagner, c'est plus facile d'arrêter. Moi sans tabac. Donc voilà. Alors ça, c'est ce que vous allez retrouver. Voilà, ce sont des pochettes qu'on va trouver dans les centres d'addictologie, bien sûr, mais aussi chez les pharmaciens. Oui. Je pense que tous les pharmaciens de la région ont ces petites pochettes. Oui. Et donc, vous voyez dans cette pochette plusieurs choses. Cette petite réglette ronde, c'est en fait pour calculer le coût de votre budget tabac en fonction de votre consommation. Donc ça, c'est important. Oui. C'est très bien. Voilà. Ah oui. Et vous avez ensuite une petite brochure qui est une brochure, on va dire, motivationnelle, pour essayer de faire un petit peu le point sur votre consommation. Je me prépare donc pour bien commencer avant de me lancer. Voilà. D'accord. Alors ça, avec les différents arguments positifs, négatifs, etc. Le stress ne passera pas par moi. Voilà. Ah oui, des petits trucs, oui, comme ça. Avec des moyens de gérer son stress. Oui. Et puis vous avez ensuite un chevalet, en fait, qui se déplie jour par jour, voilà, et qui permet de franchir les étapes et de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours, etc. Donc ça nous aide bien, ça. C'est un début de coaching, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas suffisant. Oui. Vous avez aussi, alors l'année dernière, il y a eu quand même 180 000 personnes qui sont inscrites sur le site. Vous avez eu 1,3 million de visiteurs sur ce site. Alors les kits dont vous parlez, l'année dernière, on en a distribué quand même plus de 600 000. Et vous avez eu 17 000 pharmaciens qui se sont investis dans cette opération, ce qui est quand même important. Et cette année, je pense qu'il y en aura plus. Vous avez donc tous les partenaires nationaux, régionaux, toutes les associations, toutes les structures comme le XAPA de Chauny ou le XAPA de Noyon. Vous avez eu énormément de gens qui se sont inscrits. 72 000 fumeurs se sont inscrits sur l'application Coaching Tabac, dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, ça c'est important, ça. Oui, c'est-à-dire donc ils ont une personne qui va leur répondre aux questions, aux problématiques du sevrage, aux difficultés du sevrage. Donc pas par téléphone, mais sur Internet. Si, c'est par téléphone. C'est par téléphone. Voilà, par téléphone. Alors c'est intéressant parce que là on voit pour un consommateur qui fume très peu, 10 cigarettes par jour, ça lui coûte 3,50 € par jour ou 105 € par mois. Bien sûr. Donc simplement pour 10 cigarettes, donc ça vous donne un peu l'objectif. Imaginez si vous fumez 20 cigarettes, etc. Donc ce petit disque est très intéressant parce que ça vous donne justement tous les tarifs de votre consommation à la journée, au mois, à l'année. Alors petit exemple, pour 10 cigarettes par jour, ça vous fait quand même sur 10 ans 12 600 €. Donc c'est énorme. Pour 10 cigarettes par jour. Ouais, ça fait une voiture. Une voiture. Vous imaginez un peu quand vous en fumez 20, une belle voiture, une belle voiture. C'est vrai. Alors, donc ça, moi je peux le retrouver dans tous les pharmacies, chez les docteurs aussi, non? Chez les médecins qui l'ont réclamé, oui, bien sûr. D'accord. Très intéressant. Je vous le conseille. Oui, bien sûr. Alors là, je me prépare, bien sûr. C'est une belle préparation. Et puis, à savoir aussi
coacher tous les organismes qui fait pour justement où peut-on alors il y a des sites certainement pour nous aider. Il y a... Alors je pense que le plus simple c'est d'aller sur le site Tabac Info Service où vous allez qui va décliner sur le territoire toutes les possibilités si vous voulez d'accompagnement. Oui. Alors il y a des associations aussi. Oui, bien sûr. Donc là, tout ça, c'est sur le site ou d'accord. Tout ça, c'est sur le site. Le site est très bien fait. Je vous recommande d'aller le visiter. Et on y trouve vraiment. Je pense qu'il est extrêmement complet. On y trouve absolument tous les renseignements utiles pour un bon sevrage. Donc là, que peut-on dire pour la préparation d'un sevrage et pour ce sevrage? Que peut-on dire de plus, hein? C'est pour vous, Élodie. Je vous le mets de côté, hein. Un petit livre. Ah ben oui, hein. C'est pour vous. Alors, docteur Dominique, que peut-on dire encore de plus justement pour la prévention, pour comment aider les personnes qui veulent arrêter de fumer? On reprend, alors je vous ai dit, les 3 challenges de 2017, c'est d'accroître la visibilité de la campagne, de faire encore mieux que l'année dernière. C'est de rejoindre les gens les plus vulnérables, ça c'est aussi extrêmement important, parce que vous parliez tout à l'heure de 100 € pour 10 cigarettes, vous savez à combien était un RSA, hein, il est à 420 €. C'est ça. Oui. Ça demande à réfléchir. Ça demande quand même à réfléchir, et malgré tout, voilà, ça montre le pouvoir addictogène extrêmement important du tabac, quoi. En fait, hein, les gens qui ont des difficultés à vivre normalement, eh bien, vont privilégier déjà le tabac. C'est quand même. Mais bon, je leur jette pas du tout la pierre, hein, parce que oui, bien sûr. C'est pas du tout un reproche que je fais, c'est une constatation. En sachant que, en moyenne, un fumeur aujourd'hui fume un paquet, on va dire, par jour. Il y en a beaucoup. Ça fait quand même 25 cigarettes par jour. Pour information, ça fait quand même 262,50 € par mois. Alors, c'est un tout petit peu faussé dans nos régions frontalières. Oui. Hein, parce qu'effectivement, et d'ailleurs les buralistes s'en plaignent beaucoup, en fait, beaucoup de personnes vont s'approvisionner en Belgique. Oui, c'est ça, malheureusement. Voilà. Oui, malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, parce que ça n'arrête pas, ça aide pas à arrêter de fumer non plus. Exactement. C'est vrai que ça coûte moins cher. Là, alors, maintenant, c'est la même, je voulais dire, c'est le même, comment dire, un paquet de cigarettes et puis dans les trucs, c'est la même chose. C'est du bon tabac. Même s'il est à 30 € et puis de l'autre côté. Oh oui, je pense qu'il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas. C'est exactement. Quand il se brûle, il a les mêmes teneurs en goudron, en métaux lourds, en toutes sortes de produits. C'est aussi mauvais pour la santé. Alors, sauf qu'elle fait des économies peut-être dans son tabac comme ça hein. Mais par contre, il y a l'essence quand même, il y a le temps, il y a toutes ces choses-là qui fait qu'il faut y aller là-bas, aller chercher son. Les Français sont les rois de la débrouille. Ils y vont pas seuls. Hein. Ils font des convois. Ils vont aller à plusieurs. Voilà, pas des convois, mais ils vont faire des covoiturages. De covoiturage, oui, c'est vrai. Voilà. Et quand on y va, on fait une réserve plus souvent pour plusieurs mois aussi. Et ben voilà. Voyons, allez, vas-y, on en rajoute. On fait le plein pour tout le monde là, hein. Eh ben oui, pour le tonton, la tata, tout ça, toute la petite famille. Hein. Bien, docteur. Alors, je pense que là, on va terminer, si vous voulez. Écoutez, moi, je vous dis, je peux rester toute la nuit si ça vous plaît. Mais si vous avez autre chose de très très important justement à dire, c'est le moment de le. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Dire. Voilà, ça aurait été intéressant d'avoir un appel. Hein. Oui. Bon, on l'a pas, tant pis. On en a eu un. Est-ce que justement, Élodie, vous qui voulez arrêter de fumer, est-ce que vous avez des questions à poser? Toutes les questions que je me posais, ça a été répondu tout à petit en fait, donc j'ai pas vraiment de questions là tout de suite. Allez-y, si vous avez quelque chose pour terminer, justement, vous avez envie de. Alors, la première chose moi que je retiens, c'est déjà de se fixer une date. Oui. Hein? Ah, c'est quoi la date justement? Tu as envie de fumer, arrêter de fumer? Est-ce que tu t'es fixé une date ce soir? Est-ce que tu peux la fixer là devant tout le monde sur Radio Puisalène aujourd'hui? Et voilà. Ça, c'est un engagement important. C'est un engagement fort important. Mais là, non, effectivement, t'es pas assez Là, je fais pas mon boulot. T'es pas assez préparé. Il faut que je te voie avant. Il faut qu'on fasse ensemble le bilan de ta consommation. Et après, on décidera d'une date. Oui, ça sera mieux. Voilà.
Et tu feras des économies chaque mois. Voilà, c'est pas négligeable. Oui, et ça, alors, tu partiras au Maroc tous les mois. Voilà. Alors, docteur, on rappelle les règles. Déjà, se fixer une date. Les bonnes règles pour arrêter, c'est effectivement fixer une date et ensuite faire tout ce que vous pouvez pour ne pas vous exposer au réveil de votre centre du plaisir et de la récompense. Donc, c'est-à-dire le simple idée de voir quelqu'un fumer ou de voir une cigarette, de voir un paquet, va immédiatement faire déclencher au niveau de votre cerveau une réaction qui va donc aboutir à une envie irrépressible de fumer. C'est surtout ça, c'est éviter, et là les psychothérapies cognitivo-comportementales peuvent aussi bien aider dans ces cas-là, c'est-à-dire en fait bien vous connaître et savoir anticiper un peu les situations à risque, hein, et les éviter. On s'en sert aussi pour l'alcool, c'est-à-dire que par exemple une personne qui sait que si elle va voir un copain qui boit ou qui fume, donc c'est pareil, c'est le même, c'est pas la peine. Il se met en grand danger de reconsommation. Hein. Donc en fait, c'est toutes ces dispositions à prendre qui sont des petites choses de la vie. Hein. C'est aussi, par exemple, pour une personne qui boit trop, c'est ne pas passer devant le bar où il s'arrêtait tout le temps. C'est de faire un détour, de passer ailleurs. C'est des petites choses comme ça. Pour le tabac, ça peut être pareil. Ça peut être. Et là, souvent, c'est au patient de trouver lui-même ces solutions. C'est pas moi je lui dis moi ou le psychologue, cherche les solutions. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que tu trouves comme il faut que tu évites la tentation, mais c'est à toi de trouver les bonnes formules. C'est pas à moi de te le dire, c'est toi qui le trouves. Alors, docteur, moi j'ai retenu quelque chose qui est quand même très important, justement au patient qui veut vraiment arrêter. Il faut qu'il le dise dans son entourage. Et ça, c'est important aussi. Attention, stop. J'arrête de fumer, j'ai arrêté de fumer. Bien sûr. Parce que, comme vous dites, c'est vrai, le fait de se mettre à côté puis de fumer, non, attends, je te préviens, je te l'ai dit, voilà. Ça, c'est important, ça. Hein. Dans toutes les addictions, hein, oui. Avoir quelqu'un qui consomme devant vous, moi je dis, c'est une preuve de non-amitié. Voilà. C'est pas aidé. C'est vraiment pas sympa du tout de ta part de fumer ou de boire devant une personne qui fait un effort pour arrêter, c'est pas bien. C'est irrespectueux parce que c'est pas respectueux. Voilà. C'est un critère d'amitié. Je dis mais voilà, regarde où sont tes vrais amis, où sont tes vrais amis, ta vraie famille. Voilà, ce sont les gens qui vont te respecter, qui vont respecter ta décision. Et c'est vrai qu'en fait, d'une manière assez étonnante, dans toutes les addictions, la cohorte des personnes qui ne sont pas encore décidés à arrêter, va inciter d'une manière plus ou moins consciente les personnes qui font un effort et qui veulent se sevrer à continuer. C'est une sorte de... On ne sait pas sur le plan psychologique qu'est-ce que ça veut dire. Si ça veut dire je ne veux pas que tu sortes du groupe où tu étais. Le groupe, alors c'est ça. Tu es du groupe du fumeur, tu vas rester dans le groupe du fumeur. Il n'y a pas de raison que tu t'en sortes. Alors là, c'est pareil. Arrêter de fumer, il vaut mieux arrêter en groupe plutôt que d'arrêter tout seul. C'est mieux, c'est plus, on va dire, on est beaucoup plus... je pense, oui. Parce que si on est à 10 personnes à fumer dans la même famille et dans la même maison, forcément, il vaut mieux arrêter tous en même temps. Oui, mais ça, on est un peu dans dans une situation qui seront extrêmement, qui ne se verront pas très souvent. La réalité la dure réalité de tous les jours, c'est que vous allez vous trouver dans une famille où un certain nombre de personnes vont continuer à fumer. Donc là, il faudra vous isoler et prendre effectivement toutes les mesures nécessaires pour éviter de vous exposer à ce déclenchement du craving. Alors, docteur, là, pour la famille, c'est aussi une façon de se retrouver autour d'une table, devant un bon petit café, et justement de discuter tous ensemble, de dire, voilà, on est tous en train de fumer, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Qui veut arrêter de fumer? On est tous d'accord ou on n'est pas tous d'accord? Comme vous dites, quand ils sont tous à fumer dans la même famille, il faut que tout le monde soit d'accord. Et en parler aussi. Se préparer, en parler. Il y a tout après, les décisions d'arrêter, déjà le fait de prendre sa décision, c'est pas mal déjà, voilà. Et même si, donc je vous l'ai dit, si effectivement il y a une reconsommation par derrière, ce n'est pas forcément perdu. Oui. Et ça, on en parlait tout à l'heure. Vous me demandiez quelles étaient à peu près
les pourcentages de réussite d'un sevrage. Je vous ai dit comme ça 30%, mais je vous dis c'est un chiffre qui n'est pas très scientifique. Cette personne qui va recommencer une nouvelle tentative de sevrage, alors là, si elle le refait dans de bonnes conditions, va avoir beaucoup plus de chances de s'en sortir. De s'en sortir sans reconsommer. Oui. Ça, c'est sûr. J'ai lu quelque part que, en général, c'est au deuxième essai de sevrage qu'il y a une réussite. C'est ça. Moi, j'ai effectivement lu des articles donc scientifiques là-dessus. Effectivement, la reconsommation n'est pas forcément un drame parce que elle peut aboutir à une deuxième tentative qui sera beaucoup plus fructueuse. Alors, docteur Dominique, on a peut-être quelqu'un en ligne. C'est la même personne que tout à l'heure. C'est la même personne que Isabelle. tout à l'heure. Donc, c'est Isabelle? Rebonsoir. Oui. Alors donc moi je rappelle, parce que j'ai entendu Élodie, ma fille, donc j'ai entendu qu'elle voulait arrêter de fumer. Oui. Donc comme je suis dans le même cas, je vais arrêter de fumer, je lui propose un défi. Qu'on choisisse une date ensemble, comme ça on pourra s'entraider pour arrêter de fumer. Alors Voilà. là, Oui. Alors, très bien. Mais en fait, il faut qu'on en parle ensemble. Hein. Il faut en parler ensemble avant. Il faut bien mettre il faut pas faire ça sur un coup de tête. Hein. Il faut faire ça avec discernement. Hein. Alors, je pense que ce que vous dites, docteur Dominique, il faut que Isabelle à la rigueur, il faut qu'on se revoie ou voilà, qu'on voit quelqu'un d'autre. Mais oui, bon, voilà. Oui. Il faut que vous puissiez prendre rendez-vous avec. En addictologie, il y a un grand mot, c'est l'accompagnement. Donc, et avant cet accompagnement, il faut que on détermine quelle est la meilleure stratégie pour la mère et la fille. C'est peut-être pas la même d'ailleurs. Hein. Ah oui, parce que justement, si on a une qui arrête de fumer et que l'autre n'arrête pas, ça pose peut-être un petit peu de problème. Ah ben c'est sûr. Non mais là, si on est dans un challenge, vous avez parlé d'un challenge avec votre fille. Allez, on arrête toutes les deux. Oui, très bien. Mais voilà, pas sur un coup de tête. Il faut que ça soit bien réfléchi. Il faut en reparler. Il faut se revoir. Il faut établir un plan donc de sevrage. Et ensuite, il faut être accompagné. Voilà. C'est vrai qu'il faut pas faire n'importe quoi aussi. Non, bien sûr. C'est aussi important de dire que c'est pas parce qu'il y en a une des deux, bon, je prends ce cas, mais ça peut concerner tout le monde. Là, une des deux qui va rechuter, que les deux doivent rechuter. On est bien d'accord. Il faut, voilà. C'est ça. C'est chacun. Non, mais le but, c'est qu'on rechute pas. Voilà. Le but, c'est de pas rechuter, c'est sûr. Voilà. Mais il peut y en avoir une des deux qui craque, et puis il faut pas se laisser aller parce que bon, ça arrive. Comme on disait tout à l'heure, craquer, ça peut arriver. C'est pas une erreur. Il suffit de recommencer un peu plus tard. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai arrêté de fumer 23 ans. J'ai repris. Alors là, c'est. Alors, je trouve que c'est très courageux à vous de votre part, Isabelle, justement, d'avoir lancé un petit peu ce deal avec votre fille, parce que là, bon, ça veut dire que vraiment vous avez envie que ça s'arrête, quoi. Oui. Ah ben, de toute façon, vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure, hein, toutes les souffrances. Donc, vous les avez bien exprimées tout à l'heure. Donc, effectivement, je pense que vous avez un peu d'avance sur votre fille, parce qu'on a quand même discuté au moins pas loin d'une demi-heure. Donc, effectivement, là, voilà, il va falloir aussi que je fasse la même chose avec la fille. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, voilà, t'as triché, voilà. Non, elle a pas triché. Non. Elle a pris de l'avance. Non, elle a pris de l'avance. Tu triches sur le défi, là, c'est pas loyal. C'est pas grave, on n'avait pas encore arrêté. C'est sérieux, hein, quand même. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Oui, c'est sérieux. Merci Isabelle d'avoir appelé. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Donc faites comme Isabelle, vous appelez au 03 44 75 3000. Vous voulez arrêter de fumer. Là, je pense que docteur Dominique, on va conclure, on va terminer justement. Mais il faut quand même pas faire n'importe quoi et il faut consulter quand même une personne comme vous quand même, hein, de dire c'est vrai que c'est bien, bon, je vais arrêter, mais il faut se faire aider. Bien sûr, je confirme. Se faire accompagner, se faire aider, c'est ça. Consulter. Voilà. C'est important. Tout à fait. Vous avez le dernier mot, docteur Dominique. Voilà. Eh bien, le dernier mot, ça va être donc de dire que nous, aussi bien à Noyon qu'à Chauny, pendant ce mois sans tabac et même après, on accueille qui vous voulez pour cette démarche de sevrage. Voilà, on vous accueille bras ouverts et voilà. On donne l'espoir. On peut dire que vous êtes addict
addictologue. Je suis médecin généraliste. Voilà. Spécialisé dans les addictions. C'est spécialisé sans diplôme d'ailleurs, je n'ai aucun diplôme. D'accord. Mais ça fait quand même 20 ans que je fais ça, donc j'y connais un petit peu. Et vous êtes où? Vous êtes à Chauny, c'est ça? À l'hôpital de Chauny. À l'hôpital de Chauny. J'insiste beaucoup, et Monsieur Vauduit peut le dire. Donc vous avez exactement les mêmes structures sur Noyon. Je veux absolument pas attirer les gens sur l'hôpital de Chauny. C'est important parce qu'après, moi je n'ai pas à recruter. Voilà, les gens ont ce qu'il faut sur place. Et peut-être pour certains, pas de déplacement important. Bien sûr, reste surveillant aussi. Docteur Vauduit, merci aussi de nous avoir justement apporté une personne très importante ce soir. Comment arrêter de fumer, le docteur Dominique de Muison. Docteur Vauduit, on se retrouve quand? Oui, alors on va se retrouver le 6 décembre, toujours le premier mercredi du mois. Et ce sera le docteur Bousfia, chirurgien de Noyon et de Compiègne, qui va nous présenter, exposer la chirurgie de l'obésité. Alors prenez note, auditeurs et auditrices de Radio Puisalène, donc le 6 décembre, donc pour la chirurgie de l'obésité. D'accord. Merci docteur Vauduit. C'est moi qui vous remercie. Merci Élodie. On va remercier bien sûr l'auditrice qui nous a appelé Isabelle pour son témoignage, aussi pour son courage, parce que moi je trouve que dans un cas comme ça, c'est vrai que c'est pas facile. La vie n'est pas facile. Il y a des choses, comme on dit, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui fait que je fume, c'est pour telle ou telle chose. Maintenant, arrêter de fumer, vouloir arrêter de fumer, moi je trouve que c'est très courageux. Aussi, donc, je vous encourage, j'encourage aussi Élodie de le faire, parce que ça c'est pareil, c'est une histoire de famille. On dit la maman, le papa, la fille, et le frère, la sœur, c'est toute une famille qui fait que tant mieux. Moi je vous encourage à arrêter quand vous avez envie d'arrêter, surtout vous faire accompagner. Voilà, se faire accompagner, on a bien noté que c'était important. Tout à fait. Merci Ludovic. Merci Elvige. Et puis à très bientôt. Merci aux auditeurs et auditrices de Radio Puisalène. Merci de nous écouter. Merci docteur Dominique de Muison. Merci à vous. Merci Ludovic. Bonne soirée. Merci Élodie. Merci Edwidge. Merci Élodie pour la technique. Comme une star de cinéma.